Merci de cette invitation à intervenir avec d'autres intervenants prestigieux et des sujets fascinants. Mais alors, l'avenir de l'alimentation, c'est un sujet en tout cas qui fascine beaucoup de monde parce que déjà ça concerne tout le monde, c'est comme la santé, ça concerne tout le monde. Et ça fait longtemps que c'est un sujet qui fascine. Je dis pas ça parce que j'en ai fait mon métier, mais on le voit depuis déjà un certain nombre de décennies, même de siècles. Déjà au XIXe siècle, on peut retrouver des traces effectivement de science-fiction, de textes qui essayaient d'imaginer la façon dont on allait se nourrir demain. Et alors, un des points communs souvent de ces œuvres, quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, c'est qu'on a donc des représentations de l'avenir de l'alimentation sous des formes très souvent de nourriture de synthèse, voire même vraiment le lieu commun le plus fréquent, c'est la fameuse gélule qui va remplacer tous les repas. Mais alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, ce n'est pas seulement ces lieux communs qu'on retrouve à travers les décennies, c'est aussi que ça a toujours été considéré avec quand même pas mal de répulsion. Donc pas du tout comme quelque chose qui faisait rêver. Donc l'alimentation a toujours été un sujet qui fascine, mais en même temps qui angoisse, qui fait peur. Et on le voit là dans ces exemples. On a un magazine de science-fiction des années 60 avec un homme donc, du futur qui fait un petit peu quand même la moue devant sa gélule et qui est quand même, on dirait, assez nostalgique des plats qui existaient sans doute dans le temps et qui sont punaisés à la place, je ne sais pas si vous voyez bien, d'anciennes posters de pin-up en fait. Donc c'est ce qui fait rêver dans l'avenir, c'est plus les pin-up, c'est le poulet rôti qui donc, on imagine, n'existe plus. Alors, on a des gradations dans cette fascination-répulsion. Pour aller vraiment à un extrême, on a le grand film classique Soleil vert, Soylent Green, qui est sorti en 1973, et où la population doit se nourrir aussi de substituts. Donc, ces substituts verts, pas très ragoûtants non plus, et d'autant plus qu'on apprend en fait à l'issue du film qu'ils sont carrément fabriqués à partir de cadavres humains. Donc, ça ne nous donne pas très envie. Un autre leitmotiv de la science-fiction, que ce soit littérature ou maintenant effectivement film ou bien série, c'est souvent qu'il y a toujours une différence sociale entre la majorité de la population qui justement en est réduite à des substituts, de la nourriture de synthèse, et une minorité, une élite qui, elle, a le droit à la vraie nourriture qui, finalement, dans ces ouvrages, ces œuvres de science-fiction, cette vraie nourriture, elle reste celle qu'on connaît à l'époque de l'œuvre. Donc là, c'est l'exemple du film Snowpiercer, d'il y a quelques années, qui se passe dans un train, et on a donc la majorité de la population qui doit se nourrir de barres nutritives vertes, elles aussi peu ragoûtantes, d'autant qu'on voit à un moment donné qu'elles sont fabriquées à partir d'insectes, et puis donc les quelques élites dirigeants du train qui ont droit donc à de la vraie viande, du vrai poisson, des vrais légumes qui sont produits en quantité limitée puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce train. Donc c'est un sujet, encore une fois, qui peut inquiéter, et puis qui est aussi inquiété pas seulement dans les œuvres de fiction, mais dans les œuvres, entre guillemets, sérieuses, les agronomistes, les démographes, parce que quand ils ont commencé à regarder, et ça remonte déjà de la fin du XVIIIe siècle, on parle de Malthus, ils ont commencé à regarder les prévisions démographiques, on en faisait déjà à l'époque, et on a cessé d'en faire. On se disait, mais comment on va faire pour nourrir 1 milliard d'habitants comment on va faire pour nourrir 2 milliards d'habitants? Comment on va faire pour nourrir 3 milliards d'habitants? Effectivement, cette prévision démographique, elle était assez bien vue. Finalement, aujourd'hui, on est à plus de 7 milliards, 7,7 milliards exactement. On a réussi à nourrir le monde. Donc, on peut se réjouir. Ça, c'est un grand progrès qui a été réalisé, effectivement, qui a été réalisé par plusieurs choses. Le fait qu'on a mis des nouvelles terres en culture, mais surtout parce qu'on a énormément augmenté les rendements. Donc, le génie de l'homme a trouvé des moyens pour augmenter les rendements. Donc on pourrait se dire, très bien, on va continuer comme ça, on va trouver des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on n'a plus de raison de s'angoisser pour l'avenir. Alors, est-ce que c'est si sûr ? On a déjà eu un petit aperçu sur les contraintes qui nous attendent, et c'est surtout dans le domaine agricole, enfin en particulier dans le domaine agricole qu'elles vont se faire sentir, ces contraintes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'augmentation des rendements, notamment, elle est quand même limitée par un certain nombre de facteurs. Les terres cultivables, on peut les étendre, mais pas de manière non plus illimitée. Elles ne sont pas toutes les terres qui restent ne sont pas aptes aux cultures, déjà. Et puis ensuite, pour les mettre en culture, ça suppose beaucoup de conditions. Ce n'est pas toujours souhaitable si c'est au détriment de la forêt, par exemple. Et puis, les rendements, ils sont maintenant donc de plus en plus contraints par un certain nombre de facteurs. Et en premier lieu, on l'a déjà évoqué, le changement climatique, qui a déjà des effets. On ne parle pas de 2050 ni de 2100,
Il y a déjà des effets. Là, ça fait déjà plusieurs années qu'on connaît des sécheresses dans beaucoup de pays et on a déjà des effets sur les rendements. En 2018, c'est 40% de rendement en moins pour certaines cultures. En France, les rendements du blé stagnent déjà depuis plusieurs années, donc voilà quelques données. Et les prévisions, on l'a déjà rappelé, sont très préoccupantes. Donc ce n'est pas seulement qu'il va y avoir un réchauffement graduel, progressif, auquel on va pouvoir s'adapter, c'est surtout, c'est vrai, j'aime bien utiliser plutôt le terme de dérèglement climatique, c'est qu'on ne sait plus du tout comment ça va être, toutes les saisons sont bousculées, donc les plantes sont complètement bouleversées aussi, ne savent plus quand elles doivent germer ou non, et puis aussi les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire encore une fois pas quelque chose de progressif, mais plutôt des sécheresses, des inondations, des cyclones, etc. Voilà, tout ça, c'est encore une fois, ça peut être très préoccupant quand on regarde l'avenir. On a effectivement des raisons de s'inquiéter. Donc la question de mon intervention, c'était est-ce que c'est la fin des haricots? Parce que là, on se demande, est-ce qu'on va pouvoir continuer à manger demain, tout simplement? Est-ce qu'on va avoir de quoi manger? Est-ce qu'on va avoir la diversité qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes, dans nos magasins? Vous allez dans un hypermarché, il y a 80 000 références de produits. Alors on peut se demander, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 80 000 références de produits? Mais est-ce qu'on aura toujours cette diversité? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de produits qui risquent de disparaître? On parle de la banane, du cacao, du café, qui sont menacés justement par le changement climatique, et puis de plus en plus par des pathogènes justement qui vont se développer à cause de cela. Et puis, est-ce qu'on pourra continuer à faire venir des produits de l'autre bout du monde, puisqu'il y a aussi l'empreinte carbone qui va devoir prendre en compte. Maintenant, il va falloir la prendre en compte. Donc peut-être qu'il va falloir abandonner le café pour la chicorée, par exemple. Est-ce qu'on va aller jusqu'à devoir rationner un certain nombre de choses, comme la viande, comme c'était le cas avec les tickets de rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ont connu donc, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes. Donc là, pour répondre à cette question, je vais aborder quelques éléments de réponse pour vous dire qu'évidemment, ce sont des sujets qui mobilisent aujourd'hui beaucoup de personnes. On ne se contente pas de s'inquiéter, c'est aussi des sujets qui mobilisent des chercheurs, des agronomes. Beaucoup de gens réfléchissent à ces questions-là. Les prospectivistes aussi regardent déjà, est-ce qu'effectivement, en 2050, donc on a déjà dit 9,5 ou 9,7 milliards d'habitants, est-ce qu'on va pouvoir les nourrir? Toute la question, c'est de savoir plutôt comment on va les nourrir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la planète a la capacité de nourrir 10 milliards d'habitants, aujourd'hui. Donc on a de la marge. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ces inégalités de répartition à travers les continents. Vous avez, sur la planète, à peu près 2 milliards de personnes qui sont obèses ou en surpoids. Et de l'autre côté, encore 700 millions de personnes qui souffrent de la faim et encore plus de l'insécurité alimentaire. Et malheureusement, on annonce une augmentation assez forte cette année et l'année prochaine. Donc c'est bien une question de répartition des ressources au travers de la planète. Et quand on a dit ça, on n'a pas réglé la question, évidemment, d'autant plus que la croissance démographique est attendue là où, justement, il y a le plus besoin de répartir. Mais derrière ça, il y a aussi un certain nombre de leviers. Alors le premier des leviers sur lesquels on peut jouer, ce sont les comportements alimentaires, déjà. Parce que quand on dit qu'il va falloir doubler la production mondiale pour nourrir la planète, c'est qu'on se base sur un scénario tendanciel qui prend comme hypothèse qu'on va tous se mettre à manger comme des Américains ou comme des habitants des pays développés, c'est-à-dire en gros 90-100 kilos de viande par an. Alors, il suffit de réduire ça par 2, et là, on a un scénario complètement différent. On a une augmentation de la production qui n'a pas du tout besoin d'être aussi importante. On doit quand même augmenter du fait de la démographie, mais donc il y a vraiment une grosse marge de manœuvre sur les comportements alimentaires et notamment sur la part des protéines animales par rapport aux protéines végétales. Donc, en général, dans les prospectives, on dit qu'il faudrait revenir à un équilibre entre protéines animales et protéines végétales, ce qui signifie que dans certains pays, il faudra peut-être manger un peu plus de protéines animales, mais qu'en tout cas, dans beaucoup de pays développés, il faudra réduire. Ensuite, un autre levier très important, c'est la réduction du gaspillage. Et quand je dis très important, pour vous donner encore une idée, c'est entre un tiers et la moitié de ce qui est récolté qui n'arrive pas dans les assiettes. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourra faire comme progrès de rendement, etc., de récupérer tout simplement tout ce qui est perdu entre les champs et l'assiette. Alors,
il y a beaucoup de raisons de ces pertes. Elles ne se font pas au même endroit. Dans les pays plutôt en développement ou moins développés, disons, elles vont se faire essentiellement pour des raisons de problèmes d'infrastructure de stockage au champ, également au moment du transport, donc encore une fois des stockages, des moyens de transport, et ça nécessite beaucoup d'investissements pour résoudre ces problèmes-là. Dans nos pays où on a encore beaucoup de gaspillage, alors qu'on est censé donc être entre guillemets plus avancé, eh bien là, il y a des solutions qui peuvent intervenir, puisque c'est plutôt au niveau de l'aval, entre la distribution et les ménages. Il y a beaucoup de solutions qui d'ailleurs sont en train de se mettre en place, qui utilisent des nouvelles technologies, qui utilisent des capteurs, qui utilisent les flux d'informations, qui vont permettre donc d'échanger ces informations pour mieux gérer les stocks et pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas des produits qui périssent tout simplement parce qu'on n'a pas bien géré ces stocks. Et puis beaucoup d'applications en ce moment qui se développent pour donner de la nourriture avant qu'elle soit périmée ou autre. Donc c'est déjà en cours, mais il y a évidemment encore beaucoup de progrès à faire et vraiment une belle, encore une fois, marge de manœuvre à avoir sur ce sujet-là. Un autre levier encore pour résoudre cette équation de nourrir le monde, c'est la recherche de nouvelles sources de protéines, puisque je disais qu'il faudrait rééquilibrer, donc il faut déjà diminuer un petit peu la consommation de protéines animales, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place si tant est qu'il faille mettre quelque chose à la place ? Alors là, de nouveau, on aime bien se faire peur. Vous avez sans doute vu dans les médias très régulièrement des annonces sur les insectes qui vont nous nourrir, la viande in vitro ou le poisson in vitro, donc c'est des cellules souches qui sont cultivées en laboratoire pour reproduire exactement la même chose que la viande, mais sans avoir besoin d'élever un animal. Bon, tout ça, ce sont des pistes qui sont creusées, de même que les microalgues ou beaucoup d'autres innovations un petit peu en rupture, qui effectivement sont explorées. Mais d'un autre côté, ce qui est déjà sur le marché et qui se développe très fortement, c'est tout ce qui se passe autour des protéines végétales, que ce soit des protéines végétales un peu brutes, les légumineuses qui font un peu un retour, les lentilles, les pois chiches, les fèves, etc., qui sont très riches en protéines, très intéressantes d'un point de vue nutritionnel et dont on n'a pas encore fini d'explorer toutes les capacités. Il y a des nouvelles sources justement dans le domaine qu'on est en train de creuser. Ça peut être le lupin, la févrole, le colza, des choses qu'on ne consomme pas aujourd'hui mais qu'on pourra consommer demain. Et puis des choses un peu plus technologiques qui imitent véritablement la viande, comme ce faux burger qui est fait à partir justement de protéines végétales, mais qui sont assemblées à un niveau moléculaire pour constituer donc l'équivalent de la viande avec vraiment le même goût, le même aspect. Et pour vous donner une idée un peu de vraiment l'importance de ces recherches, les alternatives aux protéines végétales, elles ont levé, rien qu'aux États-Unis, mais c'est là où ça se développe le plus, 17 milliards de dollars en quelques années. Et donc la start-up Impossible Foods, qui est représentée dans ce burger, à elle-même, elle a levé 1,4 milliard de dollars, dont 200 millions le mois dernier. Et c'est un produit qui est maintenant largement diffusé aux États-Unis, en grande surface, dans la restauration, et qui a été pourtant lancé en 2016. Donc vous voyez en 4 ans l'accélération que ça a connue. C'est vraiment un domaine qui bouge énormément. Pour résoudre notre problème de changement climatique, qui est vraiment le principal problème, je crois, aujourd'hui et surtout à l'avenir, il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'expérimentations en cours. Il y a des choses qui se situent au niveau de l'agroforesterie, l'association des arbres et des cultures, et qui permettent justement de rendre ces cultures plus résilientes et moins dépendantes des ressources en eau notamment. Il y a également des associations de cultures qui sont en train d'être étudiées pour que chaque plante, les plantes s'aident les unes entre les autres et créer des systèmes plus robustes. Il y a également des recherches dans le domaine de la recherche agronomique pour mettre au point des variétés plus résistantes, notamment au stress hydrique. En France, l'INRAE, qui est à la pointe sur ces questions-là, mène des recherches sur des céréales comme le blé, également sur la vigne. Donc bon, le pain, le vin, normalement, si on a déjà sauvé ça, on sera à peu près bien en France, on aura déjà l'essentiel. Donc il y a bien sûr encore beaucoup d'autres solutions, programmes de recherche pour résoudre les problèmes qui se posent. Mais je ne voudrais pas seulement parler des problèmes qui se posent ou qui vont se poser. Je voudrais aussi parler de toutes les pistes de recherche qui vont peut-être nous permettre d'améliorer nos vies, de les rendre en tout cas plus faciles. Et ça rejoint un petit peu les innovations sur la santé, l'e-santé. Parce qu'une fois qu'on a résolu le problème de savoir si on allait avoir quelque chose à manger, quelque chose à mettre dans l'assiette, la grande question qui suit, c'est quand même qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et accessoirement, qui fait la cuisine? Bon, en général, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas trop changé. Bon.
Mais demain, peut-être qu'enfin, ça changera, parce que quand même, au XXIe siècle, il serait temps que ça bouge un petit peu. Et là, on commence aussi à avoir des briques de solutions. Et on a des applications qui vous font des recommandations nutritionnelles en fonction de vos préférences, mais également de vos besoins, si vous avez des allergies, des intolérances, des choses que vous voulez éviter, des choses que vous voulez privilégier. Vous avez bien sûr des sites d'e-commerce, et là il y a une accélération très forte depuis quelques mois, des sites d'e-commerce qui vous livrent les ingrédients, les aliments que vous avez besoin pour réaliser des recettes. Et puis vous commencez aussi à avoir des appareils électroménagers intelligents, connectés, qui vont vous aider à devenir un grand chef alors que vous n'avez jamais suivi un cours de cuisine, n'avez aucune compétence culinaire, mais ce n'est plus un problème. Donc tout ça, c'est déjà un petit peu, ça commence à arriver sur les marchés, mais ce qui est en train de se passer, c'est la mise en relation de toutes ces briques, de toutes ces solutions dans un écosystème qui va demain proposer des solutions vraiment beaucoup plus pratiques. Et demain, en 2040, 2050, vous aurez peut-être un petit majordome sous forme d'intelligence artificielle à qui vous pourrez dire ce que vous avez envie de manger et qui s'occupera de tout et qui ira chercher les produits qui vous conviennent, qui seront bio, respectueux du bien-être animal, locaux, tout ce que vous voudrez, vegan ou autre, et qui vous concoctera donc des menus. Et ça sera peut-être effectivement un gain de temps dans nos vies. Enfin, un autre domaine dont on a déjà parlé et qui est assez prometteur en lien avec l'alimentation, ce sont les liens entre l'alimentation et la santé qui sont de mieux en mieux connus. Donc des produits aussi qui vont être améliorés pour éviter les problèmes les pathologies qui sont liées à l'alimentation, qu'on connaît bien, comme le diabète, le cholestérol ou autre, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'améliorations de produits pour avoir moins de sucre, moins de gras, moins de sel, des produits de substitution qui soient donc meilleurs pour la santé de ce point de vue-là. Et au-delà, ce sont toutes les recherches dans le domaine, dans l'étude du microbiote et de ses interactions justement avec le corps. On commence tout simplement à voir un peu les effets de ce microbiote qu'on appelle aussi notre deuxième cerveau, comme vous le savez. On voit qu'il y a un lien avec même la dépression, des maladies mentales. On sait qu'il y a un lien avec l'obésité. L'obésité est reliée à un déséquilibre du microbiote. On sait qu'il y a un lien avec l'immunité. On en parle de plus en plus dans ce contexte de Covid. Et donc, on va vers l'étude encore plus poussée pour déterminer quelles seraient justement les bonnes populations de bactéries pour avoir un bon équilibre, un bon microbiote et faire des recommandations donc, qui soient cette fois-ci vraiment personnalisées. Donc ça, c'est l'alimentation personnalisée qui débouchera pas forcément sur des produits sur mesure, ou alors vraiment pour les très riches, mais plutôt sur encore une fois, des menus sur mesure qui vont proposer ce qui vous conviendra à vous et ce qu'il faudra manger. Alors après, ça sera des recommandations. Est-ce que ça sera suivi? On en revient à ce qui était dit tout à l'heure, pas forcément, mais en tout cas, on y verra un petit peu plus clair sur ce qui nous fait du bien ou pas, et il y aura des produits qui seront inventés aussi pour nous faire un peu plus de bien, enrichis en prébiotiques par exemple, ou autres. Donc, vraiment très rapidement, et pour conclure, est-ce que ça sera la fin des haricots ou au contraire, est-ce qu'on va trouver le haricot magique? Je parlais des protéines végétales ou d'autres produits miracles qui vont résoudre le problème de la faim dans le monde et en tout cas de l'adaptation au changement climatique. On peut voir effectivement le verre à moitié plein ou à moitié vide. En prospective, on dit qu'il n'y a pas un seul scénario. On étudie toujours plusieurs scénarios possibles. Il y a souvent un scénario noir pour se faire peur, mais aussi pour l'éviter, parce que c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui ont un peu crié au loup et qui ont été des lanceurs d'alerte qu'on a fait des progrès et qu'on a évité un certain nombre de problèmes jusqu'ici. Et puis des scénarios roses quand même aussi pour se faire envie, pour se motiver, pour se mobiliser. Donc l'avenir, ça sera sans doute un mélange des deux, comme aujourd'hui, c'est toujours un mélange des scénarios, mais une chose, à mon avis, sera quand même assez certaine, c'est que l'alimentation restera, en tout cas pour nous les Français, une source de plaisir et de convivialité. Merci.